Salut à tous, on est mercredi 13 décembre ou le 13-12, ça dépend comment on voit les choses, et on va voir ensemble l'actualité du jour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook, comme l'a fait d'ailleurs Real French Madrid, un compte fan du Real de Madrid à 350 000 abonnés sur Twitter, qui nous a dit qu'on était une masterclass absolue, voilà. Je le dis pour me la péter, c'est tout, vraiment c'est tout. Donc ne soyez pas étonnés si à un moment ou à un autre c'est Kamavinga qui présente Actu Réfractaire, c'est juste ça que je veux vous dire, c'est tout. Allez, c'est parti pour votre quotidienne du peuple. Vous avez la ref? Alors qu'on se comprenne bien, tout ce qui va suivre, ça concerne la loi immigration. Mathilde Panot a annoncé au nom du groupe parlementaire Insoumis qu'elle saisissait le procureur de la République pour des faits qui s'apparentent à de la corruption contre Gérald Darmanin. D'après les révélations de Libération, le ministre aurait appelé individuellement des députés Les Républicains pour marchander avec eux. En échange d'un vote contre la mention de rejet de la NUP, Darmanin aurait promis des brigades de gendarmes dans la circonscription de ses élus. Ce qui fait écho à un autre papier du Parisien qui cite même le nom de 3 députés républicains à qui la proposition a été faite. Et vous savez quoi? Parmi ces 3 députés les républicains, un était absent, n'a donc pas voté cette motion, et 2 ont même voté contre cette motion de rejet, alors que leur groupe parlementaire a eux voté pour cette motion de rejet. Un 4e député républicain a lui voté aussi contre cette motion et vient d'annoncer sur Twitter l'ouverture d'une nouvelle brigade de 78 gendarmes dans sa circonscription. Ouais, c'est un peu étrange cette histoire quand même, hein. Il y a même un député PS qui s'appelle Brun qui a été contacté par le ministre pour lui proposer le deal, sauf qu'en réalité, il confondait avec un autre député Les Républicains qui s'appelle Brun aussi, et du coup, on est au courant de l'affaire. C'est marrant, hein. Des faits qui s'apparentent donc quand même vachement à de la corruption où les moyens de l'État sont utilisés à des fins politiciennes. Les nouvelles brigades de gendarmes annoncées par le pouvoir seraient donc utilisées comme monnaie d'échange. Et ça me paraît pas très républicain, hein. Darmanin, lui, de son côté, a décidé de porter plainte. On va enchaîner quelques informations en vrac, là. Pendant qu'il fait 32 degrés en plein mois de décembre en Espagne, et ben le massacre en Palestine continue, avec de nouvelles photos de prises d'otages massifs de Palestiniens organisées par l'État israélien. Tu as l'Assemblée aussi des Nations Unies qui prend un peu le leadership de l'institution et réclame solennellement un cessez-le-feu humanitaire à Gaza après l'échec du Conseil de sécurité. 2 pétroliers ont aussi été touchés par des missiles en mer Rouge et un navire de guerre états-unien a été visé par un drone. Des attaques venues des Houthis du Yémen qui maintiennent donc la pression militaire sur le détroit de Bab al-Mandab. Et pour plus d'informations, on a fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne Le Canard Réfractaire qui analyse toute cette situation entre l'Iran et les États-Unis. En Israël, l'escalade militaire continue au nord avec la frontière avec le Liban où les bombardements et les échanges de missiles sont toujours plus lourds et plus fréquents. L'armée israélienne attaque le Liban mais aussi la Syrie. L'armée israélienne a d'ailleurs fait exploser un bâtiment scolaire de l'ONU au nord de Gaza, mais vous inquiétez pas, hein, ils disent que c'est des terroristes qui étaient là-dedans. Alors il n'y a pas de preuves, mais si on leur demande des preuves, je pense qu'ils vont sortir Blender, tu sais, et nous faire des belles images en 3D pour nous faire croire qu'il y avait des trucs en dessous. Autre info, le boycott d'entreprises participant à la colonisation en Palestine fonctionne. Il y a quelques jours, tu as eu des articles qui montraient que la valorisation boursière de Starbucks a baissé de 12 milliards de dollars. Et tu as Puma qui ne va pas renouveler son contrat avec l'équipe de foot israélienne. L'entreprise se défend en disant que c'était prévu avant la guerre. Et malgré les interdictions de l'UEFA, la Ligue de football européenne, les supporters du Celtic Glasgow, mythique club de foot irlandais, ont chanté pour les Palestiniens. Quant aux Lensois qui se sont héroïquement qualifiés pour l'Europa League en battant Séville hier, ils ont arboré une banderole disant « Darmanin, préfet, médaille d'or de la compétence aux JO 2024 ». Ça après les nombreux scandales d'organisation de ces jeux-là, mais aussi de multiples scandales d'interdiction de stade pour les supporters. Allez, on va détailler une information internationale qui est exclusive en France parce que personne n'en a parlé et que nos sources sont en espagnol, comme quoi c'est utile d'avoir des polyglottes dans l'équipe. Au Pérou, ça fait maintenant 1 an qu'il y a eu un coup d'État contre le président élu. Le coup a été monté par les partis autoritaires, capitalistes et libéraux, les pro-Fujimori, un ancien président qui avait des tendances dictatoriales. Ils disent que le coup d'État est institutionnel puisqu'il s'est déroulé à travers un vote au Congrès, même si en réalité ce vote était illégal. Bref,
Bref, le putsch a enclenché une résistance de la part de la population péruvienne. Le mouvement a été particulièrement suivi dans les régions rurales indigènes qui ont été très réprimées par les Fujimori. Et d'ailleurs, ils le sont aussi par le nouveau gouvernement putschiste qui est d'ailleurs soutenu par les États-Unis. Tiens, c'est fou, c'est toujours les mêmes dans ces histoires-là. Hein. Malgré la répression qui s'est faite à balles réelles par l'armée et la police, la population tient bon. Et ce mouvement s'est lui-même structuré à travers le CNUL, la Coordination nationale unitaire de lutte qui regroupe plusieurs collectifs. La semaine dernière, ils ont appelé à 3 jours d'action du 7 au 9 décembre avec plusieurs manifestations prévues dans chacune des 26 régions du pays. Bien sûr, la mobilisation a été aussi portée par des grèves. Ils ont également été rejoints par des étudiants, des commerçants. Mais selon nos sources sur place, il y a des clubs de foot qui participent aussi au CNUL. Comme quoi, en fait, le foot et la politique, c'est lié. On avait raison depuis le début, les gars. Hein. Real de Madrid en force, les gars. Cette convergence des colères a été très suivie puisqu'elle a permis le blocage complet de l'autoroute pana-américaine qui traverse le pays et qui le relie avec d'autres États américains. Pour ce qui est des revendications de la CNUL, ils votent... Ça fait c'est nul en fait. Pardon, je viens de comprendre. Les revendications donc de l'organisation de résistance, c'est le départ du gouvernement impie, des vraies mesures contre la corruption, mais aussi des engagements contre la répression et enfin une vie digne et démocratique. Les banderoles qui ont fleuri la semaine dernière affichaient « Abajo la dictadura » avec un accent espagnol que j'ai pas du tout, ce qui veut dire « Abat la dictature ». On poursuit avec une autre actu internationale sur la situation en Russie et en Ukraine. Alors pour vous résumer la situation, côté Poutine, tout va bien, et côté Zelensky, c'est la merde, voilà. Ok, on va détailler un petit peu. Pour commencer, il faut savoir que le gouvernement états-unien a décidé de largement réduire les livraisons d'armes à l'armée ukrainienne. Ça s'explique par 3 façons. D'abord, le stock d'armes baisse de trop alors que les États-Unis livrent massivement et de front l'Ukraine, Taïwan et depuis récemment Israël. Ce qui met en danger leurs réserves propres en cas d'affrontement où ils seraient directement impliqués. Ensuite, les élections présidentielles de 2024 jouent sur la balance. Les républicains et surtout Trump qui revient comptent bien gagner sur Biden et il porte une politique résolument contre le soutien à l'Ukraine. Ce qui fait que pour la politique intérieure, Biden a tout intérêt à réduire l'aide apportée. Mais surtout pour le gouvernement états-unien, ce n'est plus du tout rentable d'alimenter le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi? Parce que tout ce que pouvaient obtenir les États-Unis, ils l'ont déjà obtenu, notamment le marché des énergies européen qui, grâce aux sanctions contre la Russie, a été bouché par le gaz de schiste états-unien. Quant aux alliés des États-Unis, ils ont totalement banni la Russie de leurs relations commerciales, quasiment. Du coup, il n'y a plus rien à obtenir de cette guerre, à part juste perdre du pognon. Donc le gouvernement états-unien préfère investir dans d'autres conflits qui peuvent, eux, pour quelques milliards de dollars d'armement, totalement changer la situation géopolitique et permettre aux entreprises états-uniennes de rafler un peu de pactole, que ce soit à Taïwan, en Corée ou encore, évidemment, en Israël. Et de son côté, Vladimir Poutine, en réalité l'État russe, c'est pas lui qui décide de tout, mais on va personnifier un peu, Vladimir Poutine enchaîne les rencontres diplomatiques et surtout les accords commerciaux. Dernièrement, il a rencontré Mohamed Ben Salman, dit MBS, en Arabie Saoudite, avec comme prétexte la guerre d'Israël contre le peuple palestinien. Mais les discussions ont finalement, comme par hasard, beaucoup été portées sur la coordination économique en matière d'énergie entre les deux pays. Le gouvernement saoudien a promis des investissements à hauteur de 10 milliards de dollars dans des infrastructures énergétiques. Les deux États ont aussi décidé d'une coopération renforcée au sein de l'OPEP+, ce cartel des gros États pétroliers hors États-Unis qui cherche à harmoniser le prix du brut. L'État russe souhaite attirer l'équivalent de 1000 milliards de roubles dans les années à venir pour compenser l'affaiblissement de la monnaie russe. Mais Vladimir Poutine a aussi rencontré le chef des Émirats Arabes Unis qui a renforcé énormément ses relations commerciales avec la Russie ces derniers temps, notamment en servant de transit pour le pétrole russe. Ce qui ne manque pas d'inquiéter les États états-uniens et européens qui ont envoyé une délégation de contrôle en novembre dernier. En octobre, le Trésor états-unien avait décidé de sanctions sur la banque Emirati qui ne respectait pas les tarifs réglementés sur le brut russe. Les accords énergétiques donc avec la Russie pourraient de nouveau faire criser les économies européennes qui passent en partie par les pays du Golfe pour se fournir en hydrocarbures. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir aller faire leurs courses où ça? Aux États-Unis. Oh, c'est fou quand même les coïncidences, hein. Sachant que Poutine, donc le chef de la diplomatie russe, est sous mandat d'arrêt international, il ne peut pas aller dans les pays signataires des accords
l'accord de Rome. Donc il se concentre sur les membres des BRICS+, pour essayer de trouver de nouvelles relations commerciales. Les rencontres entreprises, à chaque fois d'ailleurs, c'est genre sur la question palestinienne, qui est utilisée donc par la diplomatie russe pour se refaire une santé, tandis que Zelensky, lui, se fait dépouiller par le gouvernement états-unien pour mieux soutenir les crimes de guerre en Palestine. C'est ce qui pousse Zelensky à accepter de lancer des négociations de paix en marge du Forum économique mondial en janvier, ce qui fait que, très sérieusement, la guerre d'Israël contre le peuple palestinien va peut-être forcer à un accord de paix en Ukraine. On est mercredi et on va vous faire un petit point cinéma. Aujourd'hui, on va vous présenter le film Bâtiment 5 de Ladj Ly, l'histoire d'un maire qui veut détruire un bâtiment pour filer le spot à des promoteurs immobiliers. Mais pour ça, il faut expulser les habitants de la tour et une habitante de cette tour va fédérer ses voisins pour s'opposer au maire. Une intrigue très sociale et ça ne va pas vous surprendre puisque le réalisateur, comme je vous disais, c'est Ladj Ly, c'est son deuxième film après Les Misérables. Un film qui permet de montrer que la répression dans les quartiers, ce n'est pas seulement une répression policière, c'est aussi une répression des promoteurs immobiliers qu'on connaît un petit peu partout en France d'ailleurs. Là, les prix ils montent pas mal. Hein. Donc n'hésitez pas à voir le film, d'autant qu'il est dans une polémique évidemment parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les quartiers, je sais pas si vous avez remarqué, et qui du coup dénigrent le film sans l'avoir vu parce que bon bah voilà, il faut bien s'occuper sur Twitter. Hein. Sachant que c'est le premier film où on nous a envoyé le film sur Vimeo en avant-première pour qu'on puisse le regarder sans avoir besoin d'aller au cinéma, pour qu'on puisse ensuite en parler sur Actu Réfractaire parce que au fond, nous sommes de vrais journalistes. Nous sommes finalement les nouveaux Rutel Krief d'Internet. Non, faut pas dire ça en fait. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir pour la saison 2 d'Actu Réfractaire. À partir de la semaine prochaine, on va mettre l'émission en pause pour travailler sur une nouvelle mouture. Objectif, détrôner un certain décrypteur porteur d'iPad. Ça me fait penser à un épisode de South Park. Voilà, si t'as la rêve, je suis désolé. N'hésitez pas donc à vous abonner et à nous partager malgré tout. On reviendra de toute façon demain à 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Sur ce, des bisous.